Et on se tourne tout de suite vers la France où je joins maintenant Jean Bobéro, qui est sociologue lui aussi, historien, professeur de la chaire Histoire et sociologie de la laïcité à l'École pratique des hautes études, professeur émérite devrais-je préciser, et co-auteur, je le disais tout à l'heure, avec Micheline Milot de l'UQAM du livre Laïcité sans frontières. Il s'était beaucoup intéressé aux travaux de la commission Bouchard-Taylor. Je pense même qu'on peut dire, Jean Bobéro, que vous aviez salué les conclusions du rapport Bouchard-Taylor. Oui, j'avais salué les conclusions de ce rapport dans la mesure où il me semblait justement aller vers une laïcité interculturelle, ce qui n'est pas le cas du document qui vient d'être publié. Et moi, je dirais plutôt que ce document, c'est un pas en arrière. Alors, j'entends bien les arguments de Guy Rocher, qui sont des arguments importants et intéressants. Mais d'une part, moi je dirais qu'il y a une confusion entre sécularisation et laïcité. En France, les religieux et les religieuses aussi, au moment de Vatican II, ont enlevé leur habit. Bon. Mais tout ça, ça s'est fait volontairement parce que il y avait une sécularisation interne du catholicisme. Et la laïcité n'a rien eu à voir avec cela. Elle n'a pas exigé l'abandon de ses vêtements religieux. Et maintenant, il y a en France, il y a des curés qui remettent soit un col romain, soit même la soutane, et ils le font comme ils veulent. Bon, donc, il faut pas confondre, si vous voulez. La laïcité, c'est au contraire la possibilité politique de vivre ensemble pour des gens qui ont des rapports différents à la sécularisation. Bon. Et la sécularisation, elle se fait d'autant mieux qu'elle est volontaire, et quand on cherche à l'imposer politiquement, alors on est contre-productif et les gens forcément se rétractent et réagissent. Bon. La seconde chose, c'est que vous avez très bien dit qu'effectivement les vêtements, ça parle, mais pas seulement au niveau religieux. C'est-à-dire que quand on porte un vêtement d'une marque, est-ce que on va dire qu'on fait de la publicité pour cette marque et donc on n'est pas neutre, parce que là on nous parle de prosélytisme silencieux et passif, mais porter des vêtements de marque, c'est de la publicité silencieuse et passive. Et il y a cette obsession du paraître, cette focalisation sur le vêtement, cette obsession du paraître, alors que c'est les comportements qui sont importants. J'entends bien que l'État doit être neutre pour être laïque, mais il doit être neutre en ce sens qu'il doit être impartial, il doit être un arbitre, et donc ses agents doivent être impartiaux et ils doivent être respectueux de toutes les convictions. C'est leur comportement qui doit être laïque, et leurs habits, c'est quand même secondaire. Oui. Maintenant, est-ce que il y a d'un autre côté, il y a l'exemple de la France. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on s'est inspiré un peu du modèle français, mais ça vous rend pas nécessairement automatiquement heureux, vous, Jean Bobéro. Quels sont les écueils, justement, sur votre terrain à vous, auxquels on s'est heurté? Non, parce que justement, moi, quand j'ai fait cette enquête au Québec, ce que j'ai remarqué, c'est que les Québécois réussissaient mieux que les Français parce que la médiation marchait bien au Québec, marchait bien. Alors évidemment, il y a eu quelques affaires dites des accommodements raisonnables, c'était pas forcément des accommodements raisonnables, mais on a vu ce qui avait fait problème, ce qui avait fait conflit. Mais en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait toute une réalité de non-événement parce que les choses se résolvaient par la médiation et se résolvaient aussi grâce à des accommodements raisonnables qui, justement, ne se faisaient pas par les deux. Bon. Tandis que la France, depuis 1989, est dans le conflit et elle s'est mise dans un engrenage où à chaque fois qu'on prend une nouvelle mesure, le conflit ample et le fait que le conflit prenne de l'ampleur justifie une nouvelle mesure, etc. Et c'est un cycle infernal. Et je regrette pour ma part que le Québec mette le doigt dans cet engrenage, parce que justement l'exemple de la France montre que c'est une impasse. Oui. Jean Bobéro, Gérard Bouchard, vous êtes sans doute au courant, et Charles Taylor se sont prononcés, ils sont déçus de ces valeurs, de cette charte des valeurs québécoises. Cependant, Gérard Bouchard souligne que l'encadrement des accommodements raisonnables, c'est peut-être quelque chose qui est souhaitable et qui demandait des balises et qu'on pourrait peut-être arriver à un consensus à ce sujet. Est-ce que vous êtes d'accord à ce propos? Mais je
suis d'accord qu'il y a des balises, mais j'ai souri quand j'ai entendu le ministre dire enfin il y a des balises, parce que les balises qui sont indiquées sur la contrainte excessive, c'est celles qui existent déjà juridiquement. Donc il y a une sorte de tromperie. On fait croire aux gens qu'on va mettre des conditions à l'accommodement raisonnable. Or, ces conditions, elles existent déjà. Elles existent déjà. Un accommodement n'est pas un accommodement raisonnable s'il va contre la charte des droits et libertés. Bon. Ouais. Et là, c'est le politique, c'est une histoire de bluff du politique qui dit, vous voyez, on va dire aux tribunaux comment ils doivent faire, comment ils doivent prendre leur jugement, etc. Alors d'abord, c'est contre la séparation des pouvoirs, et si on veut la séparation de la religion de l'État, il faut aussi la séparation du judiciaire et du politique. Et deuxièmement, je vous dis, c'est un coup de bluff pour impressionner les pur laides, mais en fait, ces balises, elles existent déjà. Et les tribunaux ne donnent justement, l'accommodement doit être raisonnable, et c'est déjà le cas, il doit être raisonnable. Et donc, il y a des balises, il y a des contraintes excessives, et quand on dit enfin on va donner des balises, c'est un peu ridicule, excusez-moi. Mais surtout, le crucifix à l'Assemblée nationale, alors ça c'est le comble, et ça montre bien que on est laïque pour les uns, mais pour les autres, on est dans une logique différente, parce que là alors, on est au cœur de la décision politique, le Parlement, et que le Parlement prenne ses décisions. Alors, si on veut un symbole, en voilà un qui est très fort, et qui parle beaucoup. On prend la décision sous le crucifix. Et parler de patrimoine historique, d'abord c'est faux puisque ça date de la Grande Noirceur et pas de plus tôt. Et ensuite, c'est une astuce, si vous voulez, c'est comme un magicien qui sort un pigeon de son chapeau. En disant ben là il y a religion quand c'est l'islam ou quand c'est les juifs ou quand c'est les sikhs, et puis là c'est le catholicisme, là il y a patrimoine historique, et donc on fonctionne de façon différente. Oui. Il faut pas se laisser pigeonner. Alors Jean Bobéro, c'était votre regard donc sur cette charte des valeurs québécoises. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de la lire d'abord, parce qu'on vous a fait, enfin vous avez pu lire le document hier. En tant qu'ami du Québec, et en tant que justement ayant dit que le Québec pouvait être un exemple pour la France, et je regrette qu'il y ait un pas en arrière où le Québec risque de se mettre dans ce conflit infernal que nous vivons en France depuis 25 ans. Merci beaucoup pour vos réflexions. Jean Bobéro, je rappelle, vous êtes historien et sociologue, professeur émérite de la chaire Histoire et sociologie de la laïcité. Un professeur d'instruction civique à Épinay, sur Seine, donc en Seine-Saint-Denis, avait interrogé pendant 2 heures ses élèves sur ce qui s'était passé, et leur avait demandé comment ils se représentaient cet événement. Et la réponse la plus courante était de dire, c'est ce que dit l'une des élèves de façon particulièrement impressionnante: je ne suis pas française, si je le suis de nationalité, j'en sais rien, je ne sais pas ce que je suis, je veux me considérer comme une Française, mais donc dès qu'on me traite de sale arabe, ça me perturbe, ça me travaille. Je continue pas, il y a beaucoup de témoignages du même genre dans ce récit qui était très très précis et très très intéressant. Très visiblement, l'injonction à se fondre dans le fameux creuset républicain que la France adresse à ceux qu'elle accueille, même après 1, 2 ou 3 générations, cette injonction fonctionne pas, ou fonctionne très mal, et peut s'exprimer à travers des manifestations de ce genre qui sont évidemment condamnables et même incriminables, mais qu'il faut essayer de comprendre. Notre système, à mon sens, échoue à être ce qu'il prétend être, c'est-à-dire qu'il prétend être républicain, mais je crains qu'il n'échoue à être républicain jusqu'au bout, c'est-à-dire à être véritablement universaliste, à être véritablement capable d'accueillir tous ceux qu'il pense pouvoir ou qu'il accepte d'accueillir, mais de les accueillir dans leur diversité. Être universaliste, c'est pas demander, c'est pas adresser à ceux qu'on accueille une injonction mimétique, une injonction à se fondre dans une similarité, dans une identité commune sans différence. C'est accueillir toute forme de diversité, à condition qu'elle réponde à certaines conditions qu'on peut alors fixer par la loi. Je défends une forme d'universalisme, mais je ne cède à aucun différentialisme absolu ni radical. Donc ça n'est pas ma position, et les auteurs que vous avez évoqués, je ne me reconnais pas du tout dans la position qu'ils défendent. Donc moi, ce que je défends, c'est un universalisme ouvert, en ceci que, bien évidemment, l'essence de l'humanisme, dont l'universalisme procède, c'est de nous reconnaître comme semblables. Simplement, qu'avons-nous de semblables ? Si nous défendons que ce que les êtres humains ont de semblable, c'est une essence dont on va
pour ainsi dire, recenser, lister les caractéristiques animales raisonnables, etc., etc. À ce moment-là, on va faire fonctionner cette essence, ou cette nature, ou cette définition de l'être humain comme le lit de Procust que j'évoquais à l'instant, et tous ceux qui ne rentreront pas dedans seront posés comme hors humanité. Et dans ce cas-là, on a un concept dur, dogmatique de l'universalisme, qui a pu avoir des liens, et qui peut encore avoir des liens complexes, subtils, avec des formes de racialisation, d'exclusion, etc. Donc contre cela, je défends un universalisme ouvert qui, tout en reconnaissant ce que nous avons d'intrinsèquement en tant qu'humains dissemblables, divers, pose que nous avons néanmoins quelque chose en commun, qui est la liberté, qui est la capacité de s'arracher à une identité ou une essence à laquelle nous serions rivés. Donc je défends un universalisme vide, si vous voulez, sans essence. C'est-à-dire peut-être qu'il est terrible qu'on refuse la qualité de français à Mustapha Kessous qui la réclame, mais est-ce que ça explique le fait qu'un nombre important de Maghrébins, pour dire, refusent eux-mêmes la qualité de français? Ils refusent sans doute la qualité de français parce que, encore une fois, le creuset républicain dans lequel on leur demande de se fondre ne fonctionne pas. Et parce qu'il y a peut-être un modèle alternatif qui est un modèle où la reconnaissance de la diversité de l'autre n'est pas problématisée. J'évoque assez longuement dans ce livre les positions d'Édouard Glissant, un modèle de métissage, de combinatoire des appartenances qui ne fige pas les groupes culturels en communauté close. Ce modèle-là n'est absolument pas tenté par la France, quand en dehors des départements d'outre-mer, quand on donne comme signal, je vais revenir sur un débat qui fâche, mais quand on donne comme signal aux adolescents en France, et aux adolescentes notamment, que pour entrer dans l'école, il faut retirer des signes d'appartenance. Quand on donne ce signal-là, on leur demande d'être comme les autres, de ne pas être ce qu'ils sont. Je vois pas comment ça va faire bouger les choses que de dire à des adolescents, à une génération, de dire vous ne serez pas différents, il faut que vous ne soyez pas différents. Mais ils ont des différences dans lesquelles ils se reconnaissent. Votre démarche à vous, c'est une intégration par assimilation, non seulement politique, ce avec quoi nous sommes évidemment tous d'accord, mais en tirant de l'assimilation politique une assimilation culturelle qui fait disparaître les gens. Faut-il, au nom de la diversité, transformer la France en auberge espagnole? Dans la nouvelle version, la tentative qui n'est pas la mienne, que je ne pratique pas, mais de donner une nouvelle version du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, en remplaçant fraternité par diversité. Diversité vient en 3. De toute façon, si on adoptait ça, diversité viendrait en 3, et donc jouerait le rôle d'une autre, en quelque sorte, d'une autre représentation, d'un autre symbole de ce qu'exprimait la fraternité, c'est-à-dire au fond une dimension de solidarité. Je crois que c'est assez bien vu parce que il s'agit pas du tout de toucher aux deux principes fondamentaux de l'égalité et de la liberté. Les politiques doivent être avant tout des politiques antidiscriminatoires, de lutte contre les discriminations. De ce point de vue-là, je pense, et la conclusion de mon livre va dans ce sens, je pense pas qu'il y ait grand-chose pour l'État à faire de plus que ce qu'il fait en luttant contre les discriminations. Maintenant, la problématique de la diversité se situe, à mon avis, un peu sur un autre terrain. Il faut observer que c'est une démarche qui concerne avant tout, avec certes une initiative politique, mais c'est une démarche qui concerne avant tout la société civile, les entreprises, les services publics, où on a incité, on a fait appel, au fond, aux entreprises et aux services publics pour signer cette charte de la diversité qui constitue un engagement en quelque sorte éthique ou moral à faire place, autant que faire se peut, à ce cas de divers, ce cas de diversifier, pas seulement culturellement, notre population. Je ne vois pas en quoi, si vous voulez, un ajout pendant la forme d'engagement, en quelque sorte d'engagement moraux, d'engagement éthique, à être plus ouvert à ce que la population a de divers, aussi bien culturellement que génériquement ou dans d'autres registres. Je pense à la question du handicap, ne constituerait pas une étape supplémentaire sur la voie d'un nouvel approfondissement de l'exigence de solidarité qu'autrefois nous exprimions par l'idée de fraternité qui signifiait que nous étions au fond tous mêmes, issus des mêmes, et qu'on peut exprimer d'une autre manière, peut-être plus parlante aujourd'hui, sous la forme de la diversité.
plutôt se poser la question justement de ceux qui, parce que leur parcours personnel n'est pas nécessairement représenté dans la symbolique nationale, ont peine à trouver leur place dans cette identité française. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans une situation, on pourrait reprendre l'expression de Julius Dubois, qui avait travaillé sur le cas des Afro-Américains et qui utilisait cette expression de moi clivé pour définir leur perception identitaire. Ils sont clivés parce qu'ils se sentent à la fois américains, mais à la fois ils se sentent bien qu'en tant qu'Afro-Américains, ils ne sont pas des Américains comme les autres. Et il me semble que ça peut être la situation dans laquelle se retrouvent beaucoup de personnes minoritaires en France, dans la mesure où la symbolique nationale reste quand même partiale, exclusive. L'historien Gérard Noiriel a parlé de non-lieu de mémoire pour l'immigration en France, en montrant que nous n'avions pas, comme dans d'autres grands pays d'immigration, de lieu de mémoire pour honorer ce passé-là, pour honorer tout l'apport économique, démographique, culturel, humain que l'immigration a apporté à la France, et que nous restons dans cette idée que la France existait avant que l'immigration arrive en masse, alors que nous sommes de fait un grand pays d'immigration. Nous sommes restés dans cette idée que les immigrés se sont fondus dans le creuset français sans substantiellement nécessairement le transformer. Donc, pour toutes les personnes qui ne se retrouvent pas dans cet imaginaire national, il y a un problème de clivage identitaire, du fait qu'on est français, on peut se sentir français, mais on peut sentir aussi dans le regard d'une certaine majorité que l'on n'est pas complètement français. C'est ce qu'a bien mis en évidence les enquêtes de l'INED, Trajectoire et Origine, qui montrent que beaucoup de Français issus qui font partie de ce qu'on appelle les minorités visibles, ne se sentent pas reconnus comme français et que ça pose un réel problème de décalage entre leur identité personnelle et l'identité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire, se sentir reconnu comme français? Qu'est-ce qu'on y met dans cette affirmation-là, ce constat? Qu'on vous traite à égalité et qu'on vous considère... C'est la notion d'égalité, c'est qu'on se sent pas à égalité, mais quoi, juridique? Culturel, juridique comment et politique, je veux dire, être français, c'est être républicain, c'est donc être attaché à cette valeur de l'égalité, au fait que pour les républicains, il y a vraiment cette idée que c'est important pour nos relations politiques. Enfin, les républicains ont cette vision intersubjective de la relation politique selon laquelle nous devons pouvoir regarder l'autre en face sans nous soumettre à sa volonté. C'est une idée que nous héritons de Rousseau, cette idée que vraiment nous devons pouvoir être à égalité. À partir du moment où vous avez des symboles, des normes culturelles qui font que certaines personnes sont considérées comme des citoyens de seconde classe parce qu'ils ne sont pas pleinement français, une norme culturelle très largement répandue en France et considère que les personnes de couleur ne sont pas pleinement françaises. Alors évidemment, quand quelqu'un comme Nadine Morano le dit haut et fort, ça fait hurler tout le monde, mais si vous creusez un peu, beaucoup de gens auront cette idée que dans un quartier, si de plus en plus de personnes de couleur s'installent, ils ne se sentent plus chez eux. Quand on dit ça, c'est qu'on a intériorisé une norme de francité qui est associée à l'idée de blancheur et ce qui est absolument contraire. Donc ça, c'est lié à des normes culturelles. Je vois votre voisin de droite secouer la tête. Tout à fait, mais je veux dire, l'idée que je veux faire passer, c'est que si l'identité nationale est une identité à la fois culturelle et politique, les principes politiques qui la fondent doivent nous amener à accepter que l'égalité politique est au cœur de notre identité nationale, doit nous amener à revoir en profondeur certaines normes culturelles qui nous paraissent évidentes parce que, pour des raisons historiques, pour des raisons d'habitude, de routine sociale, nous considérons qu'être français, c'est globalement être comme ci ou comme ça. Et pour compléter ce que vous venez de dire, j'ajouterais qu'il ne faut certainement pas croire que l'école pourra résoudre tous les maux de la société française à l'heure actuelle et que l'identité française, comme je le disais tout à l'heure, passe essentiellement aussi par l'égalité juridique et politique et qu'à ce titre, au-delà de la révision et de la pluralisation de notre symbolique nationale, ce qu'il convient aussi d'affronter, c'est ces problèmes d'inégalité, d'injustice. Je veux dire, si la justice, comme le disait Durkheim, est la dernière foi commune des peuples modernes, c'est aussi le déni de justice, le sentiment d'injustice quand on ne se sent pas reconnu, quand on se sent discriminé, et il y a suffisamment de faits quand même qui l'attestent, c'est ce déni de justice qui peut aussi expliquer qu'il y ait des phénomènes de marginalisation sociale, de ghettoisation, qui font que tous les maux qu'observent les professeurs dans certains quartiers difficiles ont des racines sociales profondes qui tiennent peut-être justement au fait que le régime républicain n'est pas à la hauteur de ses promesses. Durkheim le disait bien, je veux dire, cette solidarité organique, elle doit garantir aux individus la possibilité d'exprimer, il disait en ces termes, la force sociale qui est en eux, c'est-à-dire leur autonomie, leur personnalité, et il ne faut pas que des anciens préjugés relatifs à l'ancienne forme de solidarité, mécanique par similitude, donc des préjugés qui les ramèneraient à leurs origines, les empêchent de bénéficier de l'accès à la place qui devrait être légitimement la leur dans ce nouveau corps social. Donc, tout ce qui empêche l'égalité des chances, toutes les formes de discrimination, de préjugés qui empêchent l'égalité des chances de se réaliser, sont des choses qui minent, comme le disait Durkheim, l'âme de la nation. Et c'est, à mon avis, ces injustices, quand elles ne sont pas réglées politiquement, qui vont générer des pathologies sociales. Alors, un dernier point, c'est peut-être sur la laïcité, juste. Qu'est-ce, selon vous, dans la France de 2012, qu'une intégration réussie?
Alors je vais vous répondre, j'hésite entre 3 mots, j'en écarterai tout de suite un et je garderai les 2 autres. Celui que j'écarte tout de suite, c'est le mot d'utopie. C'est une utopie. Je vais l'écarter. Reste 2 mots qui, moi, me semblent pouvoir permettre d'entrer dans une discussion. C'est un mythe ou c'est une idéologie. Alors un mythe, pour simplifier, c'est un discours qui présente de façon imaginaire, qui concilie de façon imaginaire ce qui dans la réalité n'est pas conciliable. Et une idéologie, c'est une représentation au service d'une idée, qui peut elle-même être au service d'un pouvoir, d'un type ou d'un autre. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce discours sur l'intégration réussi, c'est un beau discours, évidemment. Qui pourrait ne pas rêver d'un monde harmonieux dans lequel tout le monde aurait sa place, tout le monde se sentirait bien, tout le monde partagerait un certain nombre de valeurs. Mais c'est un discours qui marche de moins en moins bien. Et c'est par conséquent, c'est pour ça que j'hésite entre idéologie et mythe, c'est un discours qui, puisqu'il ne marche pas, débouche soit sur de l'incantation, ou comme vous l'avez dit, vous avez utilisé le mot pour dire autre chose, mais vous avez utilisé le mot de l'injonction, un discours qui débouche sur l'incantation, l'injonction d'une part, et c'est un discours qui débouche d'un autre côté, puisqu'il ne marche pas, sur la répression, puisque les gens ne veulent pas, si je puis dire, dans ce discours-là, les gens ne souhaiteraient pas s'intégrer, eh bien, on envoie les flics quand les gens ne veulent pas obéir. Le deuxième point, c'est que quand on met en avant ce discours de l'intégration, on charge souvent ceux qui devraient s'intégrer en disant ils ne le veulent pas, ils ne le font pas, ils pensent à autre chose, ils ont une double appartenance, etc. Je pense que tant qu'à vouloir mettre en avant le discours de l'intégration, il faut aussi se poser la question des moyens qui permettraient vraiment à ceux qui veulent promouvoir l'intégration de la permettre. Et je pense qu'en particulier, nous sommes dans un pays où le racisme joue un rôle dévastateur. Voilà. Le troisième point, je vais être très vite, le troisième point, c'est que je crois que cette discussion renvoie à une représentation, une connaissance du monde qui est datée et qui ne correspond pas aux réalités du moment. Moi, comment vous dire, si j'avais la garantie qu'un monde harmonieux, intégré puisse exister, je serais le premier à m'en réjouir. Et je ne me moque pas, ça ne me fait pas rire ce que j'évoque comme exemple. Je constate simplement que les discours qui mettent en avant des modèles d'intégration sont des discours de faillite. Voilà. C'est ça le problème. Et j'ajoute, par rapport à votre commentaire, c'est très intéressant. Ce sont des discours qui sont nationaux, encore que britanniques, anglais, etc. C'est pas tout à fait la même chose, mais quand même. Et vous avez vous-même utilisé le mot Europe. La question, elle se pose aussi à une échelle qui n'est plus seulement celle de l'État-nation. Et donc, c'est une des raisons d'ailleurs qui font que la discussion ne peut plus se construire, à mon avis, autour du mot intégration, c'est que nous vivons aujourd'hui dans des espaces qui sont globaux, planétaires, européens, nationaux, locaux, mais c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Ça n'est pas parce que je dis que le modèle français fonctionne mal, que l'idée d'intégration patine, ce genre de choses, que je suis en guerre contre les valeurs qui peuvent sous-tendre un projet d'intégration. Mais c'est une chose que de dire comment les choses se passent, c'en est une autre que de mettre en avant des orientations ou des valeurs. Donc si vous voulez, on confond une analyse, ça ne marche pas, avec autrement dit, on accuse celui qui dit il y a une maladie, on l'accuse d'être responsable de la maladie. Premièrement. Deuxièmement, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense, alors là, en termes plus politiques que sociologiques, je pense que le discours de l'intégration ne marchant pas, le mettre en avant, c'est précisément exacerber les problèmes dont nous causons. Et que la grande affaire, c'est quoi? Il y a des dimensions sociales dans ces affaires-là. Toutes ces populations dont on parle sont plutôt du côté de la pauvreté, parfois de l'exclusion, parfois du chômage, parfois de la précarité, que du côté de la richesse. Et d'ailleurs, quand les gens sont du côté de la richesse, même s'ils sont de telle ou telle origine étrangère, ça ne pose pas un problème. C'est pas pour eux que l'on construit, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, les discours de l'intégration. Deuxièmement, rien n'interdit donc d'avoir des politiques sociales. Deuxièmement, rien n'interdit d'avoir des politiques
anti-discrimination et antiraciste. Ça fait partie aussi du problème. Je pense que le thème du faux procès lié au racisme, c'est quand même, bon, pour moi c'est même assez désagréable d'entendre dire ça. J'ai fait des enquêtes de terrain qui ont été faites, je crois, sérieusement, dans les années 90 en particulier, qui, je trouve, non pas disent que tous les Français sont racistes, jamais personne ne dit ça, enfin faut être idiot pour parler comme ça, mais qui constatent qu'il existe dans cette société des personnes qui, pas forcément toujours d'ailleurs, mais dans certaines conditions, dans certaines situations, ont des comportements racistes. Ce sont des choses qui existent. Et le racisme, là je vous donne raison Alain Finkielkraut, il peut tout à fait se retourner contre ceux qui classiquement étaient du côté des dominants, incarnaient... bon, je dis simplement, voilà la réalité de la vie collective. Comment est-ce que je l'aborde? Et je vous dis, ceux qui l'abordent en mettant en avant l'idée d'intégration, le mot intégration, cette injonction intégrez-vous à des gens qui n'ont pas les ressources sociales, culturelles, éducatives, etc. C'est un discours, eh bien c'est un discours qui ne va qu'exacerber les problèmes, dont le Front National fera son miel un beau jour. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? Le Front National, alors lui il nous parle d'intégration. D'une certaine façon. Voilà. C'est ça le danger. C'est pour ça, si vous voulez, que je critique cette mise en avant d'un mot. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est possible, je vais le dire comme ça, il est possible, au lieu d'opposer les valeurs universelles et les particularismes, il est possible de chercher à les concilier ou à les articuler. Et c'est ça la position que je défends. C'est pourquoi, si on est uniquement du côté des valeurs universelles, on prône un universalisme abstrait qui est très dangereux. En France, commence à se manifester un autre discours de gauche qui montre à quel point, justement, toute la question de l'islamisme a été complètement instrumentalisée. C'est ce qui a permis, par exemple, de créer de toutes pièces, parce qu'on sait qu'à quel point Mitterrand a beaucoup fait pour que le Front National, en fait, se développe afin que lui puisse s'en démarquer. Et ça, c'est un jeu qui est extrêmement dangereux. Là, bon, évidemment, on pourra ne pas être d'accord sur cette manière de reconstruire l'histoire de France, et je ne me prétends pas du tout à l'histoire contemporaine de la France, je ne me prétends pas du tout spécialiste. Ce que je peux voir, c'est que de plus en plus, il y a des réflexions qui sont faites sur la construction d'un problème islamiste. Et ça devient très intéressant. Il y a plusieurs livres qui sont parus aux éditions de la Découverte récemment sur cette question, c'est-à-dire la construction du problème de l'islam en France. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problèmes sociaux? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problèmes, par exemple, dans les banlieues? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problèmes, appelons-les, même si je déteste l'expression, d'intégration? Je pense qu'il y a de réels problèmes. Mais ceux-ci n'ont absolument rien à voir avec l'islam, ou très peu à voir avec l'islam. J'en veux pour preuve, j'ai un ami, Ruven Augien, qui a écrit un livre, à mon avis, qui est très 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 bon, qui s'appelle « La guerre aux pauvres commence à l'école ». Et il montre en fait que le projet de Vincent Payon de créer un cours d'éducation citoyenne et une charte des valeurs laïques, en réalité est un projet qui, soi-disant intégrateur, vise à dénoncer des individus comme ayant des comportements déviants. Mais ce qu'il fait en fait, c'est qu'il marginalise. Loin de réfléchir aux conditions d'existence d'individus qui sont très souvent laissés à eux-mêmes. Vous savez que, par exemple, moi, ce qui m'a frappé, c'est que près de Nanterre, là où j'ai fait mes études, pendant des années, il y a eu un véritable ghetto, il y a eu véritablement un bidonville. Et ce bidonville avait disparu au moment où moi j'étudiais à Nanterre. Et il est réapparu. Alors qu'aujourd'hui, il existe des bidonvilles à quelques kilomètres de la capitale, m'apparaît quelque chose d'absolument inconcevable. D'accord ? Et pendant ce temps-là, on se targue d'un discours soi-disant républicain sur un ethos commun dont ne partageraient pas les valeurs quelques individus parce que ils ne savent pas dire monsieur ou madame au professeur. Laissez-moi rire. Donc, je dirais que ici, ma grande crainte, c'est qu'on veuille construire un phénomène semblable. Comment faites-vous lorsque vous assistez à ce qui s'est passé, c'était il y a un an? Comment est-ce que vous n'êtes pas frustré de vous dire mais je n'ai pas une intervention suffisante pour me faire entendre et essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens? Est-ce que ça suffit d'écrire des articles dans ces cas-là, en clair? Sur les questions de l'immigration et l'intégration, ça fait 20 ans qu'on a des travaux qui disent très clairement, qui avancent des résultats qui montrent que la dérive ethno-nationaliste à laquelle nous assistons est une voie sans issue et quelque chose qui ne correspond pas à la réalité des relations sociales, qu'il n'y a pas de mauvaise volonté d'intégration
d'intégration, que les soi-disant replis communautaires sont généralement réactifs, liés à des difficultés d'intégration, liées à la discrimination, difficultés d'accès à l'emploi, au logement et autres. Donc toutes ces choses-là, je veux dire, on les sait, elles sont déjà diffusées en partie. La vraie question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que il y a un moment, donc je suis pas sûre que les prises de parole n'aient pas été faites. Moi, ma frustration et mon interrogation, c'est de savoir pourquoi est-ce que ce discours ne passe pas, qu'est-ce qui explique les blocages qui font que même si cette parole a été prise, cette parole publique a été prise par beaucoup de collègues qui travaillent sur des questions proches, pourquoi est-ce qu'elle est aussi inefficace? La question du multiculturalisme en France est ultra politisée. Elle est ultra instrumentalisée par les partis ethno-nationalistes et on le voit bien à l'heure actuelle dans le glissement des catégories. Le fait que le Front National s'appelle les Patriotes, que l'ex-UMP ait décidé de se rebaptiser les Républicains, alors que ce sont des notions clés de la tradition républicaine française, et il donne à ces étiquettes politiques un sens complètement contraire à l'idéal républicain, qui est de dire que nous sommes tous égaux en dépit de nos origines, de nos différences. Alors que, au contraire, dans leur discours, c'est une manière ce terme est récupéré, il est cannibalisé pour défendre une vision ethno-nationale de la communauté nationale. Donc là, il y a un tel phénomène de récupération, si vous voulez, ça soulève de telles passions politiques sur cet objet-là que parfois, c'est vrai que moi, je me heurte à un mur, à des gens qui tout simplement ne veulent pas entendre. Parce que le débat est déjà trop politisé, trop instrumentalisé. Et donc, il faut vraiment faire attention au type de personnes à qui on va adresser ce discours et pour savoir s'il sera audible. Le multiculturalisme passe par des réformes institutionnelles, des politiques publiques, des droits culturels qu'on va accorder aux groupes pour préserver justement d'une certaine manière leur possibilité d'avoir accès à leur contexte culturel. Et qu'une fois que ces institutions sont mises en place, ça a des effets intégrateurs. Ce que décrit Weinstock dans son témoignage. Généralement, quand on parle de multiculturalisme en France, on le voit comme quelque chose qui trahit la crise de l'intégration, le repli identitaire des minorités sur elles-mêmes, le refus de s'intégrer, le manque de bonne volonté d'intégration, alors que dans le projet politique canadien, ce qu'on voit, c'est que c'est exactement l'inverse qui se passe. Le but de ces institutions qui relèvent du multiculturalisme est précisément d'intégrer les immigrés, les minorités nationales, les peuples autochtones, de leur montrer qu'ils ont leur place dans la nation canadienne, qui se définit d'ailleurs par l'image de la mosaïque, la nation mosaïque, et que sans ces institutions-là, l'intégration faillirait. Donc voilà, je pense que... Mais au fond, la question du multiculturalisme, elle est à la croisée entre une réflexion sociologique, vous l'avez dit, sociale au sens plus large du terme, culturelle et politique, puisque la question est de savoir quelle identité politique nous pouvons accorder à une identité qui, elle, se définit comme étant culturelle. Tout à fait, c'est le problème de la possibilité de cette mosaïque. Comment la mosaïque peut-elle tenir? Alors, je pense que l'intérêt de ces pratiques, c'est de comprendre que nous devons renoncer à l'idée qu'il doit y avoir une corrélation entre l'unité politique et l'unité culturelle, de la même manière qu'on a renoncé à la corrélation entre unité politique et unité religieuse. On n'a plus besoin d'une religion officielle pour unir les citoyens. Ça, on a plus de mal en France à le faire. Ah, tout à fait. Charles Gérard, sur cette question. Oui, bien sûr, on a plus de mal. C'est lié notamment au problème de mécompréhension ou de traduction. Le mot multiculturalisme renvoie à toute autre chose en France. Ouais. C'est utilisé souvent comme un épouvantail dans le discours public pour renvoyer à ce qui est perçu comme une volonté on parle aussi de communautarisme, de repli sur soi, de non-intégration précisément. Donc complètement à rebours du sens que ce terme prend dans le travail proprement philosophique ou en théorie politique dans différentes disciplines. Comment penser le 11 janvier? Comment les savoirs permettent-ils de penser cet événement? Alors, l'INED, comme tous les instituts de recherche, ont été invités. Alors, il y a eu le directeur du CNRS qui a pris cette initiative, mais auparavant déjà, l'Agence nationale de la recherche, et donc le département des sciences humaines et sociales dont je m'occupe, a été invité à lancer des appels sur les questions qui nous agitent. En réalité, il y a 2 ans déjà, j'avais introduit le thème de la radicalisation dans le programme, dans l'appel à projet de l'Agence nationale de la recherche. Pourquoi? Parce que j'ai vécu aux Pays-Bas en 2011, et aux Pays-Bas, dès 2011, c'était un grand sujet, avec une capacité pour les chercheurs universitaires de l'université de Leyde, d'Utrecht, etc., de travailler avec les spécialistes du ministère de l'Intérieur, par exemple. Le ministère lançait des appels d'offres auxquels répondaient les chercheurs. Et très vite, s'est posé la question de savoir... qu'est-ce que c'est la radicalisation? Est-ce que le salafisme est quelque chose qui est une espèce de mouvement quiétiste qui protège contre la radicalisation, ou est-ce que c'est au contraire l'antichambre de la radicalisation? En France, des chercheurs comme ceux de l'EHESS, par exemple, comme Farhad Khosrow-Khavar, ils pensent au contraire que le salafisme est une protection contre la radicalisation. C'est un exemple de sujet sur lequel il y a encore
beaucoup à apprendre. Il y a encore des recherches empiriques à mener. Ça peut être des enquêtes quantitatives, ça peut être des enquêtes qualitatives, ça peut être une analyse précise du numéro vert. Juste sur ce point, comment on fait pour rester dans la méthodologie? Comment on fait, par exemple, sur ce thème que vous venez de dire, sur le salafisme, protection ou antichambre des terroristes, comment on ferait une enquête là-dessus? À qui on s'adresse? Quelles questions on pose? Juste pour savoir comment vous travaillez. Là, ce sont typiquement des observations qualitatives, ce sont des méthodes de sociologie qualitative ou d'anthropologie. Ça consiste à accompagner des personnes, ça consiste à travailler avec les associations qui s'occupent de ces questions-là, qui se lancent dans les programmes de déradicalisation. Ça consiste à s'intéresser aux expériences étrangères, à faire de la comparaison internationale. Voilà un peu du point de vue de la méthode ce qu'on pourrait faire. Je voudrais vous poser la même question, Myriam Nasafi, quant à la recherche à Sciences Po cette fois, comme quant à ces questions que j'ai posées à François Héran. Moi, je me mets à la place de mes collègues aujourd'hui qui voudraient, qui se considèrent comme déjà assez formés pour travailler sur ces questions et qui voudraient répondre, par exemple, à des appels à projets spécifiques. Et je me mets à leur place et j'avoue que j'éprouverai quand même quelques réticences quand on commence d'abord par nous dire du haut des autorités publiques que on peut pas expliquer, mais que la moindre explication serait excusée. Comment voulez-vous qu'on travaille vraiment sur ces questions de manière objective? Le deuxième point que j'ai envie aussi de soulever, c'est que il y a aussi une forme de frustration, c'est-à-dire qu'il y a des experts qui travaillent, encore une fois, peut-être pas de manière aussi spécifique que le cadrage actuel, c'est-à-dire, mais qui travaillent sur des questions qui se rattachent à ces problématiques et qui se sentent frustrés parce qu'ils se disent aujourd'hui on nous dit venez nous expliquer ce qui se passe, mais pendant longtemps nous on explique quand même des choses. Par exemple, on a aujourd'hui une masse de données et d'évidence empirique assez importante sur les questions de discrimination en France. On a eu d'innombrables rapports sur ces questions. J'aimerais bien qu'on nous montre quand est-ce que les pouvoirs politiques ont écouté vraiment les chercheurs là-dessus. Donc voilà, on est un petit peu sur la forme assez frustrés. La masse de problématiques qui se rattachent et qui nous permettent de dessiner les contours et les conditions en fait d'émergence de ce phénomène de violence en France est très très large et elle dépasse la question de la radicalisation. Elle est, comme vient de le dire François Héran, liée à la sociologie de la religion. Il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites. Toute forme de fondamentalisme d'ailleurs, qui est étudiée aussi dans les sciences sociales. Les questions urbaines, les questions d'intégration et d'immigration, les questions de discrimination, d'inégalité. Donc voilà, quelques thématiques où il y a quand même des chercheurs qui ont des choses à dire, qui permettent. Donc on a besoin d'un bilan d'abord, je pense, qui permet un petit peu de rassembler tous ces travaux issus de domaines assez différents, mais quand même qui permettent de tracer ce contour-là. Puis peut-être aussi s'interroger jusqu'où on peut aller dans l'enquête sur la radicalisation, répondre de manière très spécifique à cette question. On peut peut-être rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que le Monde avait bien résumé le résultat de cette enquête en disant les enfants d'immigrés s'intègrent mais restent victimes du chômage et de la discrimination? Il y a une technique fondamentale qui est appliquée, qui est un peu la même technique que celle du testing. On envoie 2 CV ou 2 personnes totalement jumelles à cette différence près qu'elles ont une caractéristique qui les... Voilà. Peut-être une origine, un patronyme, enfin quelque chose qui renvoie de façon visible ou perceptible à une origine migratoire particulière ou une apparence physique particulière. Bon. Et puis on voit le résultat. Est-ce que les chances d'être admis dans le lieu, d'être embauché, d'être promu, d'avoir accès au logement, etc., sont les mêmes ou pas quand il y a juste cette caractéristique qui change. Alors ce que faisait le testing à une toute petite échelle, on peut le faire maintenant à grande échelle avec les enquêtes statistiques. On mesure toutes choses égales par ailleurs. Est-ce que, à âge égal, à diplôme égal, pour les personnes de même sexe, etc., puis on peut ainsi neutraliser une série de facteurs, est-ce que l'origine fait encore la différence? Et la réponse est oui, l'origine fait encore des différences considérables dans les chances d'accès aux biens de toutes sortes qui sont distribués dans la société, l'éducation, l'emploi, l'embauche, le logement, l'accès à la culture, etc. Juste quelques chiffres peut-être? Si vous voulez, ce sont des disproportions, des distorsions qui sont considérables, 3-4 fois moins. Alors, les différences brutes par exemple, de performance scolaire entre les élèves natifs et les élèves immigrés, si j'ose dire, c'est des écarts considérables. Le taux de chômage, par exemple, est à peu près le double chez les... Maintenant, quand on regarde à diplôme égal, eh bien, il y a encore des différences qui sont tout à fait anormales. Il y a encore souvent 2 fois ou 50% de plus. Enfin, les
les difficultés à avoir accès aux biens de la société sont nettement plus forts chez les enfants d'immigrés. Et ce que constate l'enquête de façon vraiment systématique, c'est que ça varie entre les groupes d'origine selon finalement la visibilité de la différence. Et là, il y a un test extraordinaire qui a été fait dans cette enquête. C'est la première fois. C'est qu'on a pris aussi des personnes nées dans les territoires d'outre-mer et leurs enfants. On a des gens qui sont français depuis des générations et des générations, qui ont accès à la fonction publique, etc., mais qui néanmoins se disent discriminés et qui, de fait, dans leur trajectoire, ont expérimenté des discriminations. Pourquoi ? Manifestement, à cause de leur couleur de peau. Et là, de ce point de vue-là, ils sont à peu près sur le même plan, dans certains domaines, pas dans tous, que les personnes originaires d'Afrique subsaharienne, par exemple. Myrna Safi, vous qui avez travaillé sur la différence entre la perception et l'expérience, est-ce que les conclusions sont les mêmes quand il s'agit de ressentir les choses ou quand il s'agit de les vivre ? Donc, on a en France maintenant, l'enquête confirme cela, mais on a aussi vraiment une masse de données, que ça soit par des études de testing, qui confirment de manière très claire qu'il y a de la discrimination en raison de l'origine, voire même aujourd'hui des études concluantes quant à la discrimination, quant à la religion musulmane. On atteint des chiffres de 6 fois plus donc de CV envoyés pour un candidat qui indique ou qui suggère une origine musulmane. Les testings qui montrent plutôt des discriminations à l'emploi pour les populations immigrées nord-africaines atteignent des chiffres de 2,6 fois ou 3 fois plus. Donc l'enquête Théo confirme cela, mais l'enquête Théo rajoute aussi un volant, on va dire, ou un volet subjectif, en montrant que aussi ces personnes-là, en fait, sont tout à fait conscientes du fait, et c'est un des résultats de notre petit chapitre, c'est qu'en fait, ça montre une forme de concordance, de logique, de cohérence entre un vécu de discrimination subjectif et aussi une mesure par les chercheurs de discrimination objective. Si vous voulez, le problème qui est pointé vraiment par les auteurs de l'enquête, enfin, et Myrna va développer, c'est que à la deuxième génération, le sentiment d'être discriminé, notamment parmi les fils, c'est pas seulement beaucoup plus que les filles d'ailleurs de maghrébins par exemple, est très fort. Et là, il faut bien comprendre pourquoi. La génération des parents, elle sait qu'elle a amélioré son sort en migrant. Elle ne le nie pas, ça a été très dur, elle a été un peu invisible, il se levait à 5 heures du matin pour aller travailler dans des usines que personne ne voyait, ça c'était les années 60-70. La seconde génération, elle est visible et elle n'a aucune, on ne voit pas pourquoi, elle prendrait comme référence le pays d'origine des parents. Ce que la génération prend comme référence de comparaison, ce sont leurs camarades de même âge, c'est la génération du même âge née en France. Et là, cette comparaison évidemment déclenche des frustrations et une perception de discrimination qui est très forte. Et comme le disait Myrna, c'est vraiment un des grands apports de l'enquête Théo de montrer que les discriminations objectives vraiment varient de la même façon que les discriminations ressenties. Et d'ailleurs, les discriminations ressenties à plusieurs niveaux. Un discours général sur la discrimination, une réponse à une question très générale, avez-vous été discriminé? Et un discours très circonstancié qui demande si on a eu telle ou telle expérience, de relater des expériences dans des domaines très précis. Donc que ce soit la discrimination objective, c'est-à-dire des trajectoires interrompues, anormalement infléchies, ou les expériences précises ou générales, tout ceci concorde. Et on a même tendance, les personnes ont un peu tendance même à sous-estimer les discriminations qu'elles ont pu ressentir objectivement dans leur trajectoire. Bon, cette enquête est très riche, trajectoire et origine, c'est 600 pages, 10 ans de travail. Et vous n'avez pas été gênés les uns les autres. Alors 22 chercheurs ont travaillé sur cette enquête qui a porté sur 8300 immigrés issus de 7 vagues d'entrées successives comparées à celles de 8200 de leurs descendants et à des Français sans ascendance étrangère. Vous êtes donc le centre d'études éthiques des universités montréalaises. Vous avez une fine expertise. Trop peu souvent, nous avons dans ce débat-là pu avoir le bénéfice d'études et d'analyses. Moi, je veux vous entendre votre voix plus longuement que celle du ministre que je viens d'entendre présentement. Je vous cite à la page 12. Il nous paraît évident que l'État a un rôle fondamental à jouer pour favoriser une compréhension de la diversité, puisque des décisions politiques peuvent enclencher des mécanismes d'exclusion à l'égard des minorités et de racisme à l'égard des minorités. Ces mécanismes sont déjà à l'œuvre et nos chercheurs les ont documentés. Et vous faites donc, évidemment, à votre point 7, page 16, la discrimination quant à l'accès au travail. Vous dites le Québec, société située en Amérique du Nord où la liberté de conscience et la liberté d'expression
ont toujours un statut central. J'aimerais, là, puis je vais rapidement, vous entendre sous deux aspects. De un, le message que ça envoie de dire public, parapublic et les sous-traitants de l'État. Ça, c'est plus de 600 000, aucun signe religieux. Le message que ça envoie quand on essaie du même souffle d'avoir le discours d'un État qui est diversifié, qui fait la place à la diversité, qui est une richesse. J'aimerais vous entendre là-dessus et j'aimerais également vous entendre sur le postulat ou la présomption, indépendamment des nombreuses heures et années de cours d'éthique. Si vous avez un signe religieux, j'ai une présomption de votre mauvaise foi, présomption que vous allez vouloir faire de nouveaux adeptes ou que votre croyance, qui est un système de valeurs qui vous fait évidemment de bons et de bonnes citoyens et citoyennes, votre croyance viendra contaminer votre professionnalisme. J'aimerais vous entendre là-dessus. Dans une société où c'est sécularisé que la nôtre, une sécularisation qui atteint les croyants dans toutes les religions, et ça, c'est très documenté, le rapport de proximité, de distance par rapport aux normes de leur religion est manifeste chez tous les croyants dans toutes les religions. Alors, il est évident qu'on ne peut pas imputer à quelqu'un qui porte un signe religieux ou qui n'en porte pas d'adopter des normes malveillantes à l'égard d'autrui qui pourraient lui faire du tort. Cela dit, on remarque que quand les individus dans une société commencent à avoir de la suspicion à l'égard d'autrui, une suspicion qui n'est fondée que sur leurs propres préjugés personnels. Alors, une suspicion qu'une personne de peau noire va probablement servir de façon plus adéquate, plus bienveillante, quelqu'un, une clientèle de la peau noire ou même chose pour le handicap, etc. Si l'État se met à renforcer d'un point de vue institutionnel cette suspicion à l'égard d'un certain nombre de personnes, ça légitime du coup les membres de la société à exercer la même suspicion à l'égard d'autrui. Et d'autres éléments documentés que nous avons, si l'État, par l'institutionnalisation de certaines lois, manifeste une suspicion à l'égard de personnes, par exemple, qui portent un signe religieux, mais ça peut être à l'égard de la couleur de la peau dans d'autres contextes. Quand ces individus sortent du contexte institutionnel étatique et, par exemple, doivent aller chercher un logement, leur signe religieux ou la couleur de leur peau, ils l'ont avec eux. Alors, pourquoi la personne qui doit, par exemple, louer ou non un logement à cette personne ne serait pas tout d'un coup aussi méfiante que le gouvernement peut l'avoir fait en légiférant pour interdire ces signes-là comme étant présumés nocifs lors de l'exercice de leurs fonctions professionnelles? Ou donc noter effectivement, on dit beaucoup, parce que là, demain matin, ce serait 600 000 Québécoises, Québécois, public et parapublic, et plus les entreprises, les employés des PME et des entreprises donnant des services au gouvernement ou recevant une subvention. Avez-vous vu un phénomène de vase communicant? Et l'avez-vous constaté? Si le gouvernement met le standard à ça, comme on dit, présomption que tu as un signe religieux, tu as une croix, et que, donc, c'est de facto fautif, tu dois l'enlever. Avez-vous vu, dans vos études, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, un système de vase communicant où là également, vous venez d'en faire état, les entreprises et les organismes autres que publics et parapublics vont de facto adopter la même méfiance? Effectivement, puis on le voit présentement en France. Alors, mes collègues chercheurs sont extrêmement inquiets. Notamment pas plus tard qu'hier. Il y a eu une entreprise privée située dans une banlieue où il y a pratiquement 100% uniquement de personnes immigrées dans des situations largement défavorisées et qui, même si la loi ne s'applique pas en France aux entreprises privées, veut étendre la loi aux entreprises privées avec l'interdiction de signes religieux, quels qu'ils soient, dans son entreprise. Alors, effectivement, il y a un enjeu non seulement de vase communicant, mais de présomption et de préjugés entretenus, je dirais, institutionnellement et systématiquement à l'égard de certaines catégories de personnes et pas d'autres. Alors, j'ajouterais aussi que autant il m'apparaît déplacé de présumer de la nocivité de certaines
convictions qui nous apparaissent visibles, autant on ne peut pas dire que les convictions qui sont invisibles sont non nocives. Alors, on pense à la misogynie, au racisme, à l'homophobie, qui sont généralement des convictions que peuvent porter beaucoup de citoyens et qui n'ont aucun lien avec un signe ostentatoire religieux qu'ils peuvent porter ou non. J'aimerais également, on parle au niveau social, et vous avez un exemple tout à fait frappant. La France ne peut pas être un modèle d'intégration et d'accueil, et c'est pas un argument que de dire, en France, ils l'ont fait, on doit le faire nous également. Ça tient pas du tout la route, c'est des raccourcis intellectuels. J'aimerais vous entendre maintenant, pas au point de vue social, mais au niveau de l'individu. Vous parlez en page 16 du phénomène de banalisation de l'identité religieuse. Oui, il y a la conséquence capitale de perdre son emploi pour un homme ou une femme, et en termes d'importance de participer, de se réaliser dans l'emploi, de participer à la société, donc l'importance d'avoir un emploi. J'aimerais vous entendre sur ce phénomène que l'on vivrait au point de vue individuel, de se voir banaliser ce qui fait ce que nous sommes intrinsèquement, et ce qui constitue un motif de non-discrimination, la croyance, la liberté de conscience et de religion. On a des recherches qui révèlent que les victimes de préjugés, de ceux qui se voient exclus, non seulement souffraient d'une estime de soi négative, mais se sentaient plus tristes, plus stressées et plus dépressives que celles qui ne subissaient pas ce genre d'abus. De plus, les recherches montrent qu'en général, la discrimination représente une menace à l'identité sociale des victimes. On a de la recherche là-dessus. Ce sentiment de menace amène parfois les victimes à s'identifier plus fortement à leur propre groupe, ayant pour effet de provoquer un repli identitaire qui nuit à l'intégration des minorités. Alors, on a ça aussi comme résultat. Ce repli identitaire peut provoquer l'adoption de stratégies d'acculturation séparatiste. Bon, là, on est dans des recherches un peu spécialisées, mais donc un sentiment, une orientation d'acculturation séparatiste à l'égard de la société d'accueil, comme le démontrent nos études des étudiants maghrébins en France. Attention, le repli identitaire isole les minorités et peut mener à l'intégrisme. En somme, la discrimination indirecte de la Charte mine la cohésion sociale du Québec. Et on le voit en France, il y a des quartiers de non-droit en France pour ceux qui sont exclus de la société française, surtout des Maghrébins. Donc, les dangers existent avec ce genre de catégorisation-là qu'on voit dans la loi par rapport à ceux qui portent des signes religieux et ceux qui ne les portent pas. Vous savez, il y a un débat actuellement, je regardais dans la presse, et je voyais que la porte-parole du mouvement Les Républicains, Lydia Guirousse, disait « Les militants ont tranché, nous sommes pour l'assimilation et pas l'intégration ». Ils ont tranché pour l'assimilation et pas l'intégration. C'est une opposition qui est... c'est un déplacement qui est rhétorique. Notre culture républicaine, jacobine, a toujours été assimilationniste. Alors bien sûr, depuis le début des années 80, la montée des mouvements antiracistes, des revendications antiracistes et pour l'égalité ont atténué considérablement cette obsession de cette norme d'homogénéité nationale, la nécessité de normaliser les comportements dans un même moule, etc. Mais l'assimilationnisme fait partie de notre culture politique. Et ça aussi, c'est un des ressorts c'est un des ressorts importants pour comprendre le rejet de la visibilité et de l'altérité musulmane aujourd'hui. C'est un des ressorts importants parce qu'au fond, l'idée d'intégration, c'est une idée d'intégration sous condition. Condition de ne pas être trop visible religieusement, donc de ne pas porter un foulard, de ne pas forcément avoir une longue barbe, de ne pas trop parler de religion, de pas trop. Et donc il y a toujours de trop au nom de cette norme-là. Et l'enjeu, et je pense que Edoui en dira quelque chose, et c'est ma dernière phrase, c'est justement de concevoir un commun, y compris d'un point de vue très symbolique, qui rompt concrètement avec cette question-là. Ma collègue Michel Tribala a écrit un livre sur la fin de l'assimilationnisme.
j'ai eu envie de dire Mabrouk, Mazel Tov, c'est très bien la fin de l'assimilationnisme, parce que c'est une des conditions pour imaginer un cadre, un imaginaire commun. C'est une des conditions. Je vous remercie. Mais je voudrais évidemment commencer avec vous par cette actualité très sombre, terrible, dans laquelle nous vivons ici à Paris depuis maintenant plus d'une semaine. Ce moment, justement, qui est ce moment de la globalisation, qui est ce moment du métissage, qui est ce moment du cosmopolitanisme, et qui est, en fait, si vous voulez, contredit par ces recroquevillements religieux, ces intégrismes nationalistes et politiques. Et c'est ce défi que nous devons relever, et c'est ce défi qui se lance contre notre humanité. Et c'est cette humanité que nous devons non seulement redécouvrir, mais cette humanité, nous devons la reconstruire, et la reconstruire de manière plurielle, pour laisser des respirations à l'ensemble des cultures du monde, pour revenir à une conversation que Senghor, il y a très longtemps, en fait, a célébré, cette célébration qui est le dialogue des cultures, le dialogue des religions. Et ce dialogue des cultures et des religions seul pourrait permettre effectivement de reconstruire notre humanité. Et ce défi est un défi que nous devons relever. Universalisme et pluralisme, au fond, la question c'est d'articuler les deux. Je crois que le fait de travailler depuis maintenant aux États-Unis vous a fait prendre conscience de l'importance du pluralisme. Là-bas, il y a une tradition philosophique de pensée très très forte du pluralisme, des différences, sans doute davantage que dans notre modèle républicain français traditionnel qui préfère souvent voir les choses telles qu'elles devraient être plutôt que les choses telles qu'elles sont. Absolument, et c'est le modèle que nous devrons exploser. Il est vrai que j'ai traversé des frontières géographiques, mais ces frontières géographiques sont aussi associées à des frontières qui sont des frontières mentales. Et aujourd'hui, ce sont ces traditions qu'il faut faire exploser. Et c'est vrai qu'il y a, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler des blocages, des fissures dans la manière dont le modèle républicain français, l'universalisme qui est l'universalisme à la française, résiste à la pluralité des universalismes. Il y a des universalismes pluriels. Il y a des modernités différentes qui sont des modernités. Et c'est précisément l'hybridation qui est aujourd'hui le mécanisme par lequel le vivre ensemble peut se réinventer. Mais face à la crise, face aux défis, on assiste au contraire à l'érection de nouvelles frontières. Il est extraordinaire qu'aujourd'hui, même si on peut le comprendre, la résistance à ce qui s'est passé en France, c'est le retour aux frontières. La résistance, c'est non pas dire que la mobilité est essentielle à la reconstruction de notre monde, mais cette mobilité est irréversible. Les gens vont bouger, les Africains vont bouger. L'ailleurs est devenu là où, en fait, il y a possibilité de se réinventer. C'est ce que je dis. L'Afrique s'invente partout dans le monde, pas seulement l'Afrique. La France, c'est la même chose. Et aujourd'hui, accepter les différences culturelles, accepter le pluriel, c'est se donner les moyens de voir l'autre et de lui dire nous sommes différents, mais nous pouvons vivre ensemble. Nous sommes différents, mais nous pouvons mettre des choses ensemble. Et vous pensez que, en France, à cause d'une certaine tradition, à la fois historique, philosophique et politique, nous avons un problème particulier avec cette nouvel universalisme, ces universalismes, disiez-vous. En tous les cas, cette idée de partager cet objectif de mise en commun le plus large possible de toutes les cultures, parce qu'au fond, nous aurions un problème avec le fait de perdre le monopole de l'universalisme. Absolument. Et c'est ce modèle de cet universalisme qui pose des problèmes. Me retrouver aux États-Unis m'a permis de comprendre effectivement, parce que c'est déjà un monde
ouvert. L'université américaine est très différente de l'université française. Il y a des départements comme l'un des départements où je suis, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique, mais 80% des enseignants de ce département ne sont pas américains. Les Américains sont. Mais le modèle américain aussi est un modèle, comme disait un historien américain, un des grands historiens américains, Michael Kamen. C'est un modèle qui repose sur le paradoxe instable. C'est un modèle qui tend à l'équilibre, mais un équilibre conçu toujours comme un équilibre provisoire. Dynamique. Donc, et qui se renouvelle en s'épuisant, si vous voulez, et qui s'épuise par la rencontre, et qui porte sur le pluralisme. Et ce pluralisme est la base du système politique américain. En France, le rejet du communautarisme est en contradiction flagrante avec l'impossibilité de peser sur le système politique, sur le système culturel, sur le système éducatif, si on n'est pas une communauté. Donc la communauté est l'unité par excellence de ce système. Et c'est ça, et cette communauté, elle peut être ethnique, les Italo-Américains, elle peut être raciale, les Afro-Américains qui sont la seule race américaine, ils ne sont pas considérés comme une ethnie, mais aussi les homosexuels, c'est la même chose. C'est l'idée qu'on est une communauté, qu'on doit être représenté. Et dans toutes les institutions, l'idée que la diversité est porteuse de progrès, que c'est la meilleure chose, c'est cette idée qui fonde le plural. Donc ça veut dire que il y a des modèles différents. J'ai parlé du mais le modèle anglais, c'est la même chose. La Grande-Bretagne s'appelle le Royaume-Uni. C'est la reconnaissance d'unités différentes qui s'assemblent. Donc le modèle d'une république une et indivisible, elle est française. La République américaine n'est pas une et est divisible. C'est comme le rapport du religieux au politique. Aujourd'hui, les spécialistes de ces relations utilisent le mot laïcité en français dans leur texte en anglais parce que la laïcité française, elle est presque exclusive. Elle a été copiée par Atatürk, le passage de l'Empire ottoman à la République turque. Mais à l'opposé, ils disent aujourd'hui le sécularisme, pour tout ce qui n'est pas français, est turc, pour montrer effectivement que le modèle français se réduit. Donc il y a aussi plusieurs laïcités, il y a aussi plusieurs modernités. Mamadou Diouf, on a entendu ce que vous dites des différences entre la société française et la société américaine, de ces modèles et de ces réalités concrètes. Est-ce que vous voyez un lien entre le fait que nombre de ces intellectuels africains francophones que je citais en commençant cette émission, dont vous faites partie, ont choisi d'aller travailler dans ce contexte américain? Peut-être parce que ils s'y sentent plus à l'aise pour travailler, pour réfléchir. Peut-être qu'en France, les choses sont plus compliquées, que la société est moins ouverte aussi à l'égard de ce type de profil. Et cela a ou aurait, je ne sais pas ce que vous en pensez, des conséquences assez importantes pour la société française aujourd'hui et son rapport au passé en particulier. Vous avez utilisé un mot qui est un mot très important et qui est un mot qu'un de mes collègues que vous avez cité, Souleymane Bachir Diagne, utilise, la notion de société ouverte, qu'il emprunte à la fois à Bergson et au philosophe pakistanais Iqbal, Mohammed Iqbal. Et ce qu'il veut dire, c'est justement cette société qui est capable de s'adapter, cette société qui est capable effectivement de s'ouvrir et de créer des territoires pour des communautés qui ne sont pas, contrairement à ce qu'on pense dans la perspective française, des sociétés, si vous voulez, des territoires fermés, mais qui sont au contraire des territoires passerelles, qui permettent à des gens effectivement de constamment construire une unité, je le dis encore, sur la base de la reconnaissance de la différence, sur la base que vous mangez du porc, que j'en mange pas, que vous buvez du vin, que j'en bois pas, que vous portez pas une robe, que j'en porte, mais aussi sur la base que je peux passer de l'un à l'autre, parce que l'identité, dans ces cas-là, devient une identité plurielle. Je ne suis pas seulement sénégalais aux États-Unis, je suis noir.
Et quelquefois même, certains de mes collègues disent que je suis un Black French. Leur compréhension de qui je suis ne peut pas s'arrêter à mon origine africaine, ne peut pas s'arrêter à mon éducation française. Ce que l'Amérique offre, c'est effectivement, pour des gens privilégiés comme nous, il faut le dire, c'est un espace où on peut être soi et négocier avec les autres. Et les autres, ce ne sont pas des autres qui portent une identité qui serait une identité citoyenne. Ils sont américains, mais beaucoup de mes collègues ne le sont pas. Ils sont anglais, ils sont français, ils sont sénégalais, ils sont ougandais, etc., etc. Et c'est cette plasticité de la société, c'est cette capacité d'entrer et de sortir, de bouger dedans, de faire des alliances. C'est cette capacité de penser sans qu'on vous dise, comme le président Sarkozy l'a dit une fois, la France, on l'aime ou on la quitte. C'est l'idée que être américain, c'est toujours différent. On est américain différemment. Et quand on a des enfants aux États-Unis comme moi, on sait, mes enfants sont différents. Leur identité, la manière dont ils s'inscrivent dans cet espace, qui est un espace multicolore, est différent. Parce que ça repose sur une autre chose qui est importante. Ce que je suis, c'est le choix que je fais. Personne d'autre ne fait ce choix pour moi. Aujourd'hui, la seconde génération d'Africains qui est née aux États-Unis, qui n'a pas rejoint ou qui ne rejoint pas la communauté africaine-américaine, a décidé d'être américaine-africaine. Ils ont inverti les deux notions. Et c'est ça, la France ne l'offre pas. Là, je veux dire, la notion identitaire, la qualification identitaire est tellement forte dans la distribution des rôles que il est très très difficile, et c'est vrai, je dis pas pour un Français, pour un Africain d'origine africaine, de se retrouver dans une société qui se pense à partir d'une définition des origines.